Bonjour, bienvenue sur le Synovate Tour, événement organisé par Synovate avec le support et le soutien de SAP. Alors quand on a imaginé ce Synovate Tour il y a quelques mois, on l'a forcément imaginé en présentiel sur les différents sites de présence de Synovate, à Paris, à Lyon, à Rennes et à Montpellier. Et puis le contexte sanitaire a évidemment chamboulé nos plans. On a d'abord reporté l'événement et puis on a réfléchi à un concept un peu différent en vous proposant un événement aujourd'hui digital. Donc cet événement, il va s'organiser autour de deux grandes sessions. Une session du matin qui sera dédiée au monde Business Objects. Vous savez que Business Objects, c'est clairement dans l'ADN de Synovate depuis près de 15 ans. On a 250 clients en maintenance qui ont de fortes attentes, évidemment sur les nouveautés que l'éditeur propose sur la solution, mais aussi en termes de pérennité et d'intégration avec les autres solutions de l'éditeur en termes d'analytique. Et puis cet après-midi, à partir de 14 heures, on se retrouvera à nouveau en plateau pour parler d'innovation et d'intelligence autour de la donnée. Donc on parlera de data visualisation, de data science, et on verra notamment comment la donnée au plus proche des process permet d'améliorer la vie des utilisateurs, d'améliorer la productivité des entreprises, voire de changer leur business model. On va revenir maintenant sur la partie matinée, qui nous concerne ce matin en plateau, autour de cette table ronde. On va, comme je l'évoquais, parler beaucoup de Business Objects, puisque l'actualité est importante. Durant l'été, SAP a sorti une nouvelle version de la solution, la version BI 4.3. On verra dans la matinée une large présentation, démonstration de cette nouvelle version. Et on essaiera de réfléchir ensemble sur l'intégration de Business Objects dans son environnement total, notamment avec SAP Analytics Cloud. On se retrouve donc en plateau avec deux intervenants de qualité. D'abord Mathieu Cano, qui est responsable avant-vente et data visualisation chez Synovate. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, je crois que tu vas être un peu le fil rouge de la journée, puisque tu es présent ce matin et je crois que tu seras aussi très présent cet après-midi. Tout à fait. Et on a l'honneur d'avoir parmi nous Florian Hamon, qui est responsable, qui est en charge du business développement des solutions analytiques chez SAP. Alors Florian est à distance pour le contexte sanitaire qui est actuellement en cours. Donc bonjour Florian. Bonjour Alain, bonjour Mathieu. C'est un honneur pour moi d'être là aussi. Avant de commencer cette table ronde, je vous rappelle que vous avez une interface devant vous qui va permettre de poser des questions. Alors on ne va pas pouvoir les traiter au fil de l'eau. On a prévu une session dans 1h15, 1h30 dédiée aux réponses sur vos questions. On se retrouvera donc en plateau avec Mathieu pour essayer de répondre à l'ensemble des réponses qui auront été collectées pendant cette session. Et donc voilà, on se retrouvera à ce moment-là pour répondre à l'ensemble des questions. Alors j'ai une première question, alors je vais me retourner vers Florian. Comme je le disais, SAP a sorti pendant l'été une nouvelle version de Business Objects, la BI 4.3. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les nouvelles fonctionnalités portées par cette nouvelle version? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, sur cette nouvelle version, il y a 3 piliers sur lesquels on a travaillé. Le premier pilier, c'est la modernisation de l'interface utilisateur. Donc, c'est une nouvelle interface qui va être proposée avec la 4.3, qui a été entièrement réécrite en HTML, avec un design modernisé et une ergonomie qui a été améliorée. Et l'interface, c'est une interface qui est en phase avec la nouvelle génération d'applications SAP. Donc, pour les clients qui ont d'autres solutions SAP, ils verront une uniformisation de l'interface. Mais ce que je tiens à relever, c'est vraiment l'aspect moderne, plus au goût du jour de l'interface. Le deuxième pilier, c'est la mise à jour des composants techniques sous-jacents, c'est-à-dire le support de nouveaux types de bases de données et l'abandon de la Java Virtual Machine qui posait problème chez beaucoup de nos clients. Et puis le troisième pilier, c'est l'interopérabilité avec l'outil de self-service de data visualisation qui s'appelle SAP Analytics Cloud, que l'on appelle aussi par l'acronyme SAC. Donc, vous m'entendrez peut-être parler de SAC ou de SAP Analytics Cloud. Ce qui est important avec ça, c'est que SAP Analytics Cloud, c'est une interface qui a été pensée justement pour traiter des nouveaux types de sujets tels que la data visualisation. Et aujourd'hui, à partir de la 4.3, l'interface est en mesure de lire les documents Web Intelligence, donc de réutiliser
les datasets de Web Intelligence et de lui apporter aussi, du coup, cette couche de data visualisation qui lui manquait. Alors, je me retourne vers Mathieu. Est-ce que ces nouveautés aujourd'hui sont clairement attendues par les utilisateurs? Alors oui, clairement ce que l'on constate, alors on le verra au travers de la démo et puis Florian l'a évoqué, un des points majeurs c'est sur l'interface. L'interface qui est grandement revue, tu as cité l'uniformisation des outils, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est vraiment maintenant transverse dans l'interface au travers des différents outils. Et pour faire simple, c'est quelque chose qui va faciliter l'adoption de l'outil Business Object dans son utilisation pour les métiers. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est de remettre le métier au cœur du process justement de tous ces reporting. Donc ça, c'est quelque chose, on reviendra beaucoup là-dessus, parce qu'ils ont la connaissance des données, donc vraiment se centrer sur les données, data-driven. Donc voilà, donc il y a vraiment cette nouvelle interface, cette UX qui a été pensée justement pour avoir une meilleure adoption de l'outil. C'est d'ailleurs justement un des griefs qui était souvent fait par le métier, c'était que l'interface n'était pas forcément très simple d'utilisation, ne correspondait pas aux outils qui sont émergents. Donc on a vraiment cette interface qui vient faciliter l'adoption et permettre aux utilisateurs d'aller plus rapidement à l'information et puis explorer les données. Sur l'uniformisation, voilà, on retrouve vraiment quelque chose de transparent d'un outil à l'autre, on va pouvoir basculer et pour l'utilisateur c'est transparent parce qu'on a vraiment cette même interface qui est partout, avec même la possibilité de personnaliser le portail. C'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise, et ça c'est important d'avoir ce design qui se retrouve de partout, d'avoir un fil rouge et d'être vraiment transparent dans l'utilisation, de passer d'un outil à l'autre sans que l'utilisateur ait l'impression de passer d'un outil à l'autre. Donc ça c'est vraiment les deux points importants. Et puis Florian l'a évoqué, l'interopérabilité qui est maintenant de plus en plus présente avec SAP Analytics Cloud, SAC, c'est un réel plus pour pouvoir apporter de nouvelles fonctionnalités en DataVis. Mais on voit que ça va un peu plus loin, aussi bien dans l'utilisation de ce que l'on a dans BO au travers de SAC, donc vraiment des choses très liées et inversement des connecteurs qui permettent, notamment dans SAC, d'aller piocher dans les données qui sont déjà historiquement utilisées. Donc le retour que l'on a eu, alors on avait déjà sur la 4.2 SP6 la vision pour les lecteurs justement de l'interface, donc on avait déjà des bons retours et puis les premiers retours que l'on a là sur la 4.3 depuis qu'elle est sortie sont très bien perçus alors, par l'IT mais surtout par le métier qui a vraiment l'impression d'avoir un outil plus en phase avec son temps. D'accord. Alors, on sait aujourd'hui que Business Object, c'est une solution qui a quelques années. Je crois qu'on approche bientôt des 30 ans de la solution. Je crois que la solution avait été mise pour ses premières versions sur le marché en 92. Donc, est-ce que c'est une version? On peut imaginer qu'il y a une certaine ancienneté dans la solution, alors certainement aussi pour certains une certaine maturité. Aujourd'hui, je me retourne vers Florian. Est-ce que SAP a une stratégie claire sur la pérennité de la solution? Alors oui, tout à fait. SAP a une stratégie claire de ce point de vue-là. Le fait que SAP investisse massivement dans le développement d'une nouvelle version, d'une nouvelle interface, ça montre qu'on s'engage auprès de nos clients à continuer à maintenir le produit. Et puis, selon la politique de SAP, à partir du moment où on sort un produit, ça veut dire qu'on s'engage à le supporter et donc à lui faire apporter des évolutions pendant au moins 7 années. Donc, ça veut dire qu'à minima, la solution va être supportée jusqu'en 2027. Euh, Évidemment, c'est à minima, puisqu'on parle déjà d'un service pack 1 qui devrait sortir bientôt, au mois de décembre. Et puis après, on va avoir des services pack 2 qui va sortir l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc, ça va permettre de reculer cette échéance. Donc moi, je veux vraiment, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que SAP BI, Business Object, ça reste un incontournable chez SAP. La robustesse de cette solution, sa couche sémantique surtout, sont des avantages qui, pour moi, demeurent sans équivalence sur le marché. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en termes de retour, c'est vrai que l'outil, on vient de le dire, l'éditeur est présent depuis un certain nombre d'années, mais on avait un sentiment qui était remonté, une sorte de routine de l'outil avec une interface qui évoluait peu, même s'il y avait de nouvelles fonctionnalités qui étaient derrière techniquement intéressantes. Les utilisateurs, au final, voyaient une certaine routine dans l'interface. Voilà, comme on l'a dit, cette nouvelle interface et ces investissements massifs, alors j'évoquerai aussi le côté administration et puis les techniques qui sont derrière, mais le retour qui est fait,
c'est qu'ils ont vraiment l'impression, les clients ont vraiment l'impression qu'il y a un investissement massif et un renouveau de l'outil qui permet d'avoir une vision un peu plus longue durée et qui les rassure justement sur le futur de la solution, sur le futur des solutions, je devrais dire même, parce que maintenant on voit un microcosme qui se resserre sur certains outils qui centralise un peu tout le savoir-faire. Donc c'est vraiment bien perçu de ce côté-là en termes d'investissement et puis ça rassure sur le futur de l'outil. Alors c'est vrai qu'on a aussi des retours sur la conduite du changement parce que qui dit nouvelle interface dit aussi nouvelle pratique. Mais là, encore une fois, les premiers retours qu'on a pu avoir sur l'accompagnement justement à la conduite du changement montrent que même si les choses ont changé, conceptuellement, on est vraiment sur la même philosophie de l'outil, la même structure, la même façon de travailler, mais avec quelque chose qui est revisité de manière plus simple. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rassurant d'un point de vue des clients, justement, cet investissement et cette nouvelle version. Alors j'entends ça avec un peu de provocation. Est-ce que ça veut dire que quand même Business Objects, ça se vend toujours? Alors, je vais me permettre d'y répondre. Oui, Business Objects se vend toujours. Moi, je suis rattaché aux équipes commerciales de SAP, donc je vois les nouvelles ventes de licences que l'on fait. Donc, ça se vend toujours. Et ce qui est important à garder en mémoire quand même, c'est que pour moi, c'est un produit qui est établi dans la mémoire commune, entre guillemets, en particulier en France. Il faut savoir qu'on a, juste sur la partie Business Objects, on est déjà leader du secteur, on doit avoir 24%, un petit peu moins de part du marché, et on est en cela bien devant la concurrence. Et en termes de vente de nouvelles licences, aujourd'hui, les analystes nous mettent comme troisième, numéro 3 en termes de vente de nouvelles licences. Et ce qu'on voit effectivement, c'est une belle dynamique avec des contrats importants qui sont signés, en particulier depuis la sortie de la 4.3, dans lesquels on a pu redémarrer un petit peu la machine d'un point de vue contractuel. Alors pour moi, ce qui est important, hein, et je le martèle assez régulièrement, c'est définitivement pas un produit entre guillemets legacy sur lesquels on a des vieilles versions qui sont installées et ça n'évolue plus. Donc ni aux yeux de SAP et ni aux yeux, j'espère, de nos clients. Alors, on a tous constaté que depuis 10 ans, le monde avait changé. Il y a le concept des produits a largement évolué. Il y a des outils nouveaux comme des outils de data visualisation, des outils qu'on appelle des outils aussi de storytelling qui sont apparus sur le marché. Donc SAP a travaillé dans son offre à un produit nouveau qui s'appelle SAP Nextcloud. Alors quand je dis nouveau, il a maintenant quelques années, hein, mais clairement il est assez récent dans le panel des solutions SAP. Comment aujourd'hui le duo, le binôme Business Objects et SAP Nextcloud s'articulent pour répondre aux besoins des métiers? Alors pour moi, les deux sont vraiment deux outils qui vivent très bien ensemble. On le voit justement ce que j'évoquais tout à l'heure, le rapprochement de l'interface, l'interopérabilité et puis les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Mais c'est vraiment deux outils complémentaires, il faut vraiment insister là-dessus. Deux outils complémentaires et un duo qui fonctionne. Et aujourd'hui, nous, on ne conçoit pas que ce soit des avant-ventes, que ce soit sur des renouvellements de théma ou de l'accompagnement qu'on fait à nos clients. On ne voit pas ces choses-là sans présentation, sans introduction de l'outil SAP Analytics Cloud qui apporte vraiment un plus et répond à un besoin. C'est vraiment ça le point principal, c'est qu'il répond à un besoin qui était émergent d'autonomie, tu le disais Florian, des utilisateurs, de self-service pour pouvoir explorer la donnée. Voilà, donc c'est vraiment un duo qui fonctionne et qui doit marcher ensemble. Et puis pour répondre un peu quelques exemples qu'on a eu dernièrement, des clients qui nous disaient alors dans ce cas-là, cette nouvelle version SAC, je ne vais prendre que cet outil-là parce qu'il va remplacer BO. Il n'y a pas de. C'est pas un outil qui va remplacer l'autre, mais c'est vraiment une complémentarité. Chacun a son périmètre qui est un peu flou au milieu justement parce que chacun peut répondre à des problématiques. Donc on a vraiment quelque chose qui est en symbiose et qui s'accorde vraiment les deux. Encore une fois, comme je l'ai dit, on a un rapprochement de l'interface, mais même dans la conception. Et donc c'est là aussi dans la conduite du changement, on a des choses qui sont rassurées. J'étais dernièrement sur une formation chez un client sur SAC. Qui va basculer prochainement sur 4.3. Et justement, tout le travail de prise en main de l'outil dans SAC, ce travail qu'ils ont fait,
Voilà, ils disent, ah bah c'est bien, on retrouve quelques fonctionnalités, quelques concepts, on retrouve nos bases. Et puis je leur ai montré effectivement la 4.3 qui allait sortir. Le travail qu'ils faisaient justement de prise en main de l'outil SAC, qui s'est fait assez rapidement, qui se fait généralement assez rapidement, et ben, ils ont retrouvé la même chose dans la 4.3. Donc encore une fois, on voit cette convergence des outils qui va dans le bon sens. Et puis vraiment, encore une fois, j'insiste, ces deux outils qui sont bien complémentaires, chacun a son domaine, et voilà, et les deux doivent fonctionner et vont fonctionner ensemble à l'avenir, j'en suis convaincu. C'est ça, si je peux me permettre de compléter un petit peu, ce que je mettrai en avant, c'est effectivement l'interopérabilité entre les deux produits, pas uniquement en termes d'interface identique, mais vraiment la capacité à aller récupérer du contenu. Donc tout ce que vous avez pu, quand je dis vous, c'est messieurs et madame les clients, pour ce que vous avez pu capitaliser. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on voit chez nos clients, c'est la complémentarité, et ça, c'est un gros différenciateur par rapport à la concurrence. Et le deuxième point, ce qu'on voit aussi, c'est que certains de nos clients prennent leurs décisions non pas sur la base d'un produit, mais sur la base d'une stratégie, que ce soit une stratégie cloud ou on-premise. Et évidemment, pour les clients qui font le choix d'avoir une stratégie 100% cloud, on est capable de les accompagner avec cette solution SAP Analytics Cloud, mais aussi avec le fait qu'on soit capable de porter Business Objects dans du cloud privé hébergé par des partenaires ou par SAP directement. Merci à tous les deux. Ce fut très clair et très enrichissant. J'espère que tout le monde a été rassuré sur la pérennité de Business Objects, sur les nouvelles fonctionnalités qui apparaissent dans cette version BI 4.3 et justement sa capacité à s'intégrer dans le monde nouveau lié à la data visualisation. On va se retrouver tout de suite avec une démonstration et une présentation assez complète faite par Mathieu qui va rejoindre son pupitre. On va rentrer dans le concret, on va vous montrer et démontrer que la version 4.3 est vraiment une version majeure avec un certain nombre de fonctionnalités nouvelles. Donc on va laisser Mathieu rejoindre son pupitre comme je le disais et puis on se retrouvera donc dans une petite heure pour partager avec vous les réponses aux questions que vous avez pu poser pendant cette session et pendant la démonstration de Mathieu. Voilà, à tout de suite. Donc comme l'a évoqué Alain, on va vous présenter maintenant la solution BI 4.3, voir les nouveautés. Alors comment on va faire cette démonstration? On va commencer par quelques slides pour reprendre un petit peu l'historique de BO, présenter aussi les nouveautés principales majeures. On ne va pas toutes les parcourir, mais celles qui nous semblent vraiment intéressantes à mettre un doigt dessus. Et derrière, on va vous montrer la solution directement pour aussi bien en termes de lecture, de comment on navigue dedans, et puis de vous montrer aussi toute la partie conception, et puis on ouvrira sur d'autres thématiques. Donc tout d'abord, aujourd'hui on parle de la BI 4.3, Alain l'a évoqué, maintenant il y a quand même quasiment un historique chez BO de quasiment 30 ans bientôt. Donc vous voyez ici une petite timeline qui vous reprend un petit peu les grandes étapes de BO dans le temps. Alors on va pas remonter jusqu'au début. L'idée c'est que depuis le rachat en 2008 par SAP de Business Objects, on a eu quelques versions qui sont sorties au fur et à mesure du temps. Donc vous voyez la première qui était ressortie derrière, c'était la XI 3.0. En 2008, et puis après vous avez eu à un rythme assez régulier des nouvelles versions qui sont sorties. Donc si on fait un focus un petit peu sur ces dernières versions, notamment à partir de la 4.2 SP3, qu'est-ce que l'on avait retrouvé comme fonctionnalité principale de nouveauté? On avait déjà la mise à niveau du HTML au même niveau que Java. Donc on avait vraiment ce rattrapage des fonctionnalités qu'on avait pour ceux qui ont connu Desky avec l'outil Webby. Des commentaires sur les cellules de tableau, qui était une fonctionnalité qui était attendue à ce moment-là, des comptes d'entrée en cascade, qui permettent justement de ne plus avoir des listes assez longues des fois, mais vraiment de se focaliser plus rapidement sur la recherche et l'exploration de la donnée, et puis des variables références et une cellule. Et puis après, ce s'est un peu accéléré sur les innovations, avec à partir de la 4.2 SP4, l'apparition du portail Fiori. Alors uniquement sur la partie lecture, c'était vraiment les prémices de ce que l'on pouvait voir en termes de restitution visuelle, ce que vous allez voir maintenant en termes d'interface d'UX qui avait été retravaillé. Des nouveaux visuels qui avaient été embarqués dans l'outil, du SQL à la carte, et puis l'apparition de la corbeille qui peut paraître anecdotique, mais qui a rendu de fiers services à certains moments lors de fausses manips, on va dire.
À partir de la 4.2 SP5, on avait d'autres fonctionnalités qui sont venues se rajouter petit à petit, qui venaient vraiment enrichir, toujours pareil, l'exploration et l'analyse de la donnée, que ce soit du plié-déplié, de l'export en HTML, des planifications renforcées, notamment avec des alerteurs, des événements, etc. L'assistant à la gestion et la promotion des versions de BO, et puis l'optimisation des requêtes avec des outils et des moteurs derrière qui permettaient d'aller plus loin dans la performance, notamment au regard du volume de données qui grandissait, et on avait besoin justement d'avoir plus de réactivité sur l'outil. La 4.6, donc là on commence à se rapprocher un petit peu de la version qu'on va avoir maintenant, avec certaines petites fonctionnalités. Alors on ne les liste pas toutes ici, hein, mais notamment le refresh auto des documents qui permettait d'avoir des écrans d'accueil, soit en termes. Alors nous on le mettait en place sur des chaînes de production dans l'industriel, ou alors dans du retail pour avoir justement l'évolution et l'auto-refresh en temps réel. L'exploration. Les liens entre onglets, justement, qui permettaient de toucher un petit peu du doigt aussi tout ce qui était le dashboarding, la navigation entre différents documents, entre différentes pages, entre différents éléments, et puis les notions de dimension temporelle. Et puis on arrive, là on est vraiment beaucoup plus récemment, on était en 2019, avec la 4.2 SP7, avec l'apparition des contrôles d'entrée dynamiques, la personnalisation des menus avec des simples clics droits, de nouvelles fonctionnalités qui étaient très appréciées, notamment d'OpenDoc, pour pouvoir embarquer justement de manière transparente, sans rentrer dans l'outil, des dashboards, des tableaux de bord, des reporting, peu importe le nom, dans d'autres outils tierces. Et puis des variables de référence à une cellule qui étaient améliorées à ce niveau-là. Donc on voit vraiment un outil qui est parti d'un existant qui était déjà stable, mature et qui était déjà largement déployé, avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont rajoutées au fur et à mesure de l'évolution de l'outil, pour arriver aujourd'hui à un outil qui est vraiment mature, mais qui avait besoin justement d'un petit coup de rajeunissement en termes d'interface. Et c'est ce que vous allez voir justement sur cette 4.3, ce qu'on a évoqué notamment au cours de la table ronde juste avant. Alors, cette 4.3, il n'y a pas que l'interface, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Ici, on va reprendre ce qu'a appelé Florian juste avant, les 3 piliers sur cette version majeure de Business Object. La première chose, c'est le côté hybride. On a évoqué justement les interfaces vers d'autres sources, vers d'autres outils. L'expérience utilisateur, c'est vraiment le point clé dans cet outil. C'est vraiment retravailler le design justement pour pouvoir facilement adopter l'outil, comme je l'ai évoqué, mais vraiment s'ouvrir beaucoup plus aux métiers qui avaient un peu de réticence sur l'interface existante et puis sur la fonctionnalité. Et puis, il y a quand même, alors ça c'est la partie cachée pour les utilisateurs, mais qui sera appréciée notamment de l'IT, sur la partie déploiement, pas mal de fonctionnalités qui sont simplifiées et puis vous allez voir grandement aider justement sur le déploiement et puis le maintien de la plateforme. Donc si on prend, alors ici je ne vais pas tout citer parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, vous pourrez vous référer à notre site internet sinovate.com où on a fait le détail justement de toutes ces fonctionnalités selon les différentes choses. Là je vais faire vraiment un focus sur certains points qui me semblent primordiaux, certains points qui me semblent essentiels à mettre en avant. Donc sur la partie hybride, on l'a évoqué, c'est vraiment l'intégration plus avancée entre BO et SAC. C'est vraiment un point essentiel justement avec cet accès à SAC directement depuis BO, avec des nouvelles connexions live de SAC vers les univers, avec ce nouveau connecteur, le Live Universe Connector 3.0, qui permet là aussi d'avoir des performances vraiment optimisées. Comme l'a dit Florian, d'avoir des business en termes d'architecture qui soient on-prem, cloud, et de mixer un peu les deux justement. Toujours avec cette idée de pouvoir pérenniser sur tout ce que vous avez, sur toute votre base, et de pouvoir aller vers d'autres outils qui ouvrent justement le champ des possibles, notamment sur du self-service, de l'autonomie pour le métier. Encore une fois, vous l'avez bien compris, l'idée c'est vraiment de redonner la main au métier qui connaît vraiment ces données, qui a cette besoin d'agilité, d'accès à l'information rapidement et facilement. Un des points, alors là on n'est plus sur le côté technique, c'est le partage des utilisateurs de la plateforme BO vers SAC. C'est vraiment une synchronisation des utilisateurs, mais aussi de toute la sécurité. Toujours pareil, de pouvoir pérenniser sur tout ce qui a été fait. Il y a souvent des historiques
sur les plateformes qu'il faut pérenniser, notamment en termes de documents, mais aussi sur toute la sécurité, toutes les matrices qui ont été mises en place. Et justement, dans cette version hybride, on voit qu'on a toujours cette interopérabilité qui est renforcée d'un point de vue technique. Et puis, vous avez une surcouche par-dessus, je vous montrerai ça rapidement, c'est le SAP Analytics Hub, qui permet, toujours pareil, de manière transparente pour l'utilisateur avec une même interface, d'avoir une surcouche chapeau qui permet de regrouper aussi bien des documents Webby, SAC, mais même des documents tiers, enfin des outils tierces, au sein d'une même interface. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point important sur l'intégration plus avancée BO et SAC pour avoir une expérience utilisateur qui soit vraiment continue en termes d'interface, mais même également d'utilisation. Un point important aussi, c'est l'ouverture vers de nouvelles sources de données. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était grandement demandé. Ici, j'en cite deux qui sont celles que nous, les demandes étaient le plus demandées et qu'on a mis en place, notamment vers des choses comme BigQuery ou Snowflake qui émergent du marché et qui ont un réel intérêt, notamment pour des questions de data science, mais on reviendra cet après-midi sur ces choses-là. Donc ça, c'est pour la partie hybride. Pour la partie user experience, ça je pense que j'ai déjà un peu insisté, mais vous allez voir, je vais revenir beaucoup là-dessus. Maintenant, on est sur quelque chose de Fiori complet. Quand je dis Fiori complet, faut voir que à partir des versions avant, on avait déjà, encore une fois, cette possibilité d'avoir un BI Launchpad qui était en Fiori, uniquement pour le mode lecture, mais pas en mode création. Là, maintenant, on a une interface complète, unique dans la plateforme. Alors cette interface, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez voir, c'est une interface plus moderne, plus fonctionnelle. C'est vraiment une amélioration de l'UX avec une rapidité d'accès aux fonctionnalités clés. Alors, on ne va pas revenir sur comment ça a été techniquement, comment l'interface Fiori est conçue. Par contre, c'est intéressant de reprendre un peu la genèse de ce framework qui est maintenant en place. Le principe de base, c'était de faire appel, comment a travaillé SAP là-dessus, c'est de faire appel à des UX spécialisés extérieurs à SAP pour pouvoir essayer de retravailler justement tout le design et toute la navigation dans l'outil. Comment ça s'est fait? Ils ont essayé d'analyser quelles étaient les fonctionnalités les plus utilisées et derrière, ils ont essayé de mettre ça en place de manière à ce que ces fonctionnalités qui sont les plus utilisées, elles soient accessibles, vous allez le voir dans la démo, mais en 2-3 clics maximum, on arrive rapidement à ces fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, toujours pareil, dans ce besoin d'aller plus vite dans l'information, d'aller plus vite dans le traitement de la donnée. En 2-3 clics, à chaque fois, on arrive aux fonctionnalités qui sont demandées. Donc ça, c'est vraiment un point important, vous le verrez dans la démonstration, qu'on arrive très rapidement aux choses. La partie Touch Ready, ça je pense que maintenant c'est quelque chose d'établi. On a des ordinateurs qui sont maintenant tactiles sur les écrans. Donc l'interface permet aussi cette navigation sur des écrans tactiles, qu'ils soient petits, grands, sur de la mobilité, etc. Et puis, chose à ne pas négliger aussi, c'est la personnalisation complète du portail pour avoir encore une fois quelque chose de transparent pour les utilisateurs au sein d'une entreprise et vraiment transverse. On va pouvoir avoir une charte graphique qui est vraiment suivie de bout en bout, un portail qui donne l'impression en fait qu'on ne rentre pas dans un outil, un autre outil, mais qu'on reste vraiment au sein de l'entreprise dans une plateforme dédiée pour toute la donnée, le reporting et l'analyse. Donc ça, c'est vraiment le Fiori complet, c'est vraiment, comme on l'a dit, un point majeur dans l'expérience utilisateur, dans la navigation et puis dans l'aide qu'il peut y avoir pour aller plus vite à l'information et puis l'adoption à l'outil. Donc ça, c'est vraiment un point important. Autre chose, c'est vraiment un rattrapage complet entre Applet et HTML. Aujourd'hui, on a une version on-prem et Webby qui est vraiment ISO et on a les mêmes fonctionnalités de chaque côté. En termes de performance, vous allez le voir aussi, on va avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. On a tous ces requêtes un peu longues qui s'affichent. Vous allez voir que SAP a mis dans ce nouveau portail quelque chose qui s'appelle du lazy loading qui permet de charger rapidement les éléments les moins gourmands sur une page, vous verrez ça rapidement, de manière à avoir une information rapidement disponible et les autres éléments qui chargent, avec des petites animations qui sont généralement appréciées, qui donnent vraiment une vision dynamique de l'outil. Un point important aussi qui est pas mal utilisé, c'est la possibilité d'avoir maintenant comme source de données des documents Webby. Je vous présenterai un peu cette chose-là, ça paraît anecdotique, mais d'un point de vue utilisation quotidienne, c'est vraiment un point important.
Et puis l'ajout de quelques nouveaux visuels, même si ce n'est pas dans cette version qu'on a des choses qui sont beaucoup rajoutées. Et puis, un dernier point, donc là ce sera plus pour le côté technique, on a aussi des avancées en termes de déploiement, avec un processus d'installation simplifié. Ça passe par 3 choses. La présence maintenant d'un Universal Installer, donc un installateur unique pour tous les composants. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important justement quand on doit déployer une solution. La possibilité de l'avoir de la Silent Installation, donc l'idée de pouvoir également aussi patcher à distance un poste de développement. Ça aussi, c'était quelque chose qui était demandé et qui maintenant est simplifié au travers de l'interface. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vais vous montrer, mais on pourra, si vous le souhaitez, enfin, allez vous renseigner sur notre site internet. Encore une fois, on a justement quelques petits exemples là-dessus. Et puis le dernier, pareil, encore une fois, qui peut paraître un petit peu anecdotique, c'est le One Uninstaller. Enfin, un outil de désinstallation propre avant une réinstallation, mais quelque chose qui est vraiment complet dans la désinstallation. Donc voilà, donc vraiment le déploiement est simplifié par rapport à cette installation, désinstallation et puis du Silent Installation. Petite remarque, vous allez voir que l'interface pour le moment de la CMC reste inchangée. Ce n'est que l'interface parce que derrière il y a eu des évolutions, des améliorations des fonctionnalités et notamment tout ce qui est en termes d'audit, d'utilisation de la plateforme et même de suivi de la consommation, que ce soit des users, que ce soit des rapports, voire pouvoir même faire des requêtes et notamment pour à qui ça parle, une amélioration de l'univers d'audit qui permet d'avoir du reporting un peu plus complet. Donc voilà, je suppose maintenant que vous êtes tous un peu impatients de voir la démo directement. Avant de ça, parce que là on parle d'installation, de désinstallation, un petit focus, ici vous retrouvez un schéma qui vous montre la route pour aller vers la BI 4.3. Alors aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu les inscrits juste avant, de ceux qui sont présents. La plupart maintenant sont dans des versions au moins 4.1. On n'a pas de version très ancienne. Nos clients maintenant sont assez avancés. On les accompagne beaucoup justement sur ces migrations. On les pousse justement à aller vers ces nouvelles fonctionnalités. Ici, vous avez un petit schéma qui vous montre justement comment aller vers cette nouvelle version. Et ce qui est important de voir, c'est sur la partie de droite. À partir du moment où vous êtes en 4.1, 4.2, vous avez vraiment un processus simplifié pour aller vers cette 4.3 et qui se fait vraiment assez rapidement. Justement, on a commencé à faire quelques migrations et jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé sur cette migration. Donc voilà, donc maintenant, vous avez un petit peu le contexte général, les nouveautés. Vous savez comment y aller. On va aller voir maintenant cet outil. Donc cet outil, vous voyez déjà, quand on arrive, on a vraiment cette interface Fiori qu'on retrouve déjà, alors pour ceux qui connaissent d'autres outils comme ByDesign, comme SAP Analytics, là, on retrouve vraiment ce portail Fiori, vraiment minimaliste et encore une fois un travail sur l'ergonomie. Donc ici, on va se connecter à la plateforme. Et vous allez le voir ici, donc on retrouve ce BI Launchpad pour ceux qui l'avaient testé, ou pour les autres qui le découvrent. Quelque chose qui se présente de la façon suivante, c'est que vous avez cette zone de lancement, vous allez retrouver, encore une fois, c'est vraiment cette idée de user experience. Ici, vous allez retrouver les 6 catégories de fonctionnalités qui étaient plus demandées. Encore une fois, comme je vous le disais, le travail a été fait en termes d'UX de manière à pouvoir accéder rapidement aux fonctionnalités les plus utilisées dans la plateforme. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui a été fait en 1 ou 2 clics. Par exemple, ici, on accède rapidement au dossier et à tout ce qu'il y a derrière et de la possibilité de se déplacer dans les dossiers et de vraiment accéder à l'information. De revenir à la page d'accueil, vous voyez, c'est quelque chose qui navigue, qui est assez fluide. Et puis là, vous pouvez imaginer, je ne vais pas vous le montrer, mais de pouvoir, toujours pareil, Touch Ready, de pouvoir cliquer sur l'écran, sur une des tuiles pour pouvoir aller derrière dans les choses. En termes d'interface, donc comme vous le voyez, quelque chose d'assez minimaliste et simple. Ce qu'on va retrouver en haut à gauche, c'est la possibilité d'accéder aux paramètres, quelque chose qui n'était pas forcément direct avant, avec la possibilité d'avoir notamment les paramètres de visuel qu'on va pouvoir ici simplement et rapidement paramétrer. Donc ici, vous avez vraiment la partie compte utilisateur, les préférences du compte que vous allez pouvoir gérer, les préférences d'application, que ce soit du Webi, du Crystal Report, etc. Et puis l'apparence. Par exemple, ici, on est sur quelque chose de SAP Belize. On peut passer, par exemple, en Deep, Belize Deep, qui est un peu plus bleu, vous voyez, etc. Sachant que, comme je le dis, encore une fois, vous avez la possibilité de personnaliser ce portail. Ça passe par quoi? Ça passe par une image de fond qui reprend justement, par exemple, le logo de votre entreprise. Ça peut passer aussi par la charte graphique avec l'intégration
facile de CSS pour avoir la typologie, les couleurs, etc. qui sont reprises au sein du portail. Je vous montrerai un petit exemple. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'emmener vos utilisateurs sur une interface qui leur permet, encore une fois, de ne pas avoir l'impression de rentrer dans un outil, mais de rester dans un outil institutionnel au sein de votre entreprise. Donc vous voyez quelque chose d'assez fluide, hein. On va retrouver en haut un certain nombre de choses, notamment ici des topics principaux. Alors ici c'est une aide vraiment pour pouvoir vous guider au début, pour pouvoir vous ressortir. Des notifications. Alors ces notifications, ça peut être plusieurs choses, des personnes qui partagent des présentations avec vous, des nouveautés en termes de discours. On va voir qu'on a la possibilité d'ajouter des commentaires sur les présentations. Si vous êtes visé par un commentaire ou à destination, vous aurez une petite notification qui apparaît ici. La possibilité d'avoir de la recherche, on évoquera ça par la suite. Donc si on revient sur les fonctionnalités, encore une fois, ce qui est important, et vous allez le voir à chaque fois, c'est d'avoir en 1 ou 2 clics accès aux fonctionnalités de base. Comme je l'ai montré ici, on a accès au dossier et à toute l'arborescence des documents qui sont derrière. On va retrouver les catégories, quelque chose qui était assez établi et utilisé, les documents, la boîte de réception. Et puis chose importante ici, vous avez tout ce qui est la planification. On a ici la possibilité de suivre toutes les instances de planification qui ont été lancées et d'avoir vraiment un suivi de toutes ces choses. Si je vais maintenant sur mes dossiers, donc vous voyez en un clic j'accède à mes dossiers, je peux aller me balader dans la hiérarchie et ce qui est important quand je suis sur un dossier, je retrouve l'ensemble de mes documents Webi, Crystal Report si on en a d'autres, etc. Mais l'idée c'est, au travers des 3 petits points ici, d'avoir accès, toujours pareil, sur ce document à toutes les fonctionnalités. Et notamment, une des choses qui était un peu manquante et qui apparaît maintenant, c'est la possibilité justement de planifier ces choses-là. Donc vous voyez, en ici 1, 2, 3 clics, je suis arrivé sur une planification de documents qui me permet voilà, de mettre à jour cette chose-là. Donc vous voyez, l'interface, dans l'ensemble, on reprend les mêmes fonctionnalités. Vous allez retrouver, vous n'allez pas être perdu et assez guidé justement dans cette chose-là, avec la possibilité ici de mettre une périodicité, de déclencher ça selon des événements, d'avoir des groupes de serveurs de planification, de recevoir des notifications en cas d'échec, en cas de réussite, etc. Les fonctionnalités du rapport, le format de sortie, voilà, que de l'Excel, du Webi, des CSV, etc. Et puis des règles de livraison que vous allez pouvoir derrière, la gestion des invites. Bref, on retrouve vraiment les fonctionnalités qu'on avait dans la planification, sauf qu'on ne pouvait pas le faire directement à partir de cet écran, mais de passer par la CMC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, toujours pareil, avec cette expérience utilisateur en quelques clics. Voilà, donc là, sur ces 3 petites choses, vous avez les propriétés, vous avez la possibilité de modifier, de voir l'historique, de le marquer en favori, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, je vous propose, toujours pareil, là, imaginez, je suis parti de ma page d'accueil. En 2 clics, je peux accéder à mon rapport. Donc là, on va en prendre un qui s'appelle TDB V2. Donc voilà un petit exemple qu'on a travaillé justement qui va reprendre voilà, quelques exemples de visuels. Ce que vous retrouvez ici, c'est un tableau de bord. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'ouverture, mais vous avez quelque chose de dynamique. Vous avez une dynamique sur les graphiques qui sont affichés petit à petit. Je reviendrai sur les e-loading. Qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, l'idée, ça ne va pas être de détailler tout ce tableau de bord, mais de présenter déjà une façon visuelle de vous montrer comment on va pouvoir mettre en place des tableaux de bord. Ce qu'on retrouve ici, alors pour détailler un petit peu, vous avez des chiffres sur le CA total, avec derrière, vous le voyez, la courbe verte qui représente la tendance justement sur les derniers mois. La même chose sur la marge réelle, avec toujours pareil dessous le versus l'historique, avec une tendance qui est derrière. Une version par rapport au budget qui est donné ici sous forme de jauge angulaire. On va voir qu'en termes de visuel, vous avez un panel qui est assez large. Des visuels sous forme d'histogramme. Ici, on est sur un top 3 par direction marché. Une vision série temporelle, on va pouvoir mixer le chiffre d'affaires et le budget directement sur un graphique, la marge totale, etc. En termes de fonctionnalité, alors c'est des choses qui étaient déjà présentes mais qui sont améliorées ici, c'est la possibilité d'avoir des éléments, des liens d'éléments. Par exemple, ici, vous voyez un graphique qui est un diagramme, la possibilité, en cliquant sur une des zones, de rafraîchir les graphiques et notamment ici, vous le voyez dessous des directions marché, vous avez des regroupements. Vous voyez que ça a mis à jour ce graphique pour se concentrer exactement sur cette direction marché. Et puis là, derrière, on peut aller sur le détail. On voit d'un côté la marge et de l'autre côté le CA qui a été généré. Donc si je reclique là-dessus, j'enlève le filtre et vous pouvez naviguer comme ceci.
Vous voyez des graphiques en cascade qui viennent expliquer un peu le chiffre, des nuages de points. Bref, vous avez maintenant, encore une fois, une galerie de visuels qui est assez fournie et puis assez dynamique. Vous voyez, à chaque fois, tout est dynamique dans l'affichage. Un point important sur lequel j'insiste assez souvent, c'est la possibilité d'avoir des commentaires. Vous voyez ici, vous avez un texte en bas. Ce texte, si on a la possibilité, ici, vous voyez, vous avez un petit menu, ce que j'appelle un menu contextuel, la possibilité d'ajouter des commentaires à votre page. Et donc, vous voyez ici, vous avez un bandeau sur la droite. Il faut se familiariser avec la nouvelle disposition, mais vous avez ce bandeau sur la droite qui vous permet d'ajouter des commentaires sur votre présentation à la volée. Par exemple, ici, je suis en train d'analyser, je vois que ma marge réelle est en baisse. Ça, c'est l'effet de la campagne marketing, etc. etc. L'idée, c'est, une fois que j'enregistre cette chose-là, vous le voyez, le commentaire est directement intégré dans la présentation. C'est une façon de passer d'une analyse déjà quantitative, on a les informations, on a les graphiques, à une analyse qualitative. On a des explications qui peuvent être données dedans. Sachant que, comme vous le voyez, ces commentaires sont gardés en mémoire. Et à chaque fois, c'est le dernier qui est gardé. Ça, c'est important, ça permet aussi de contextualiser des réponses qui sont apportées. On a des fois des questions en réunion ou lors de sessions. Bah, tiens, c'est quoi ce chiffre? On a la possibilité de mettre un petit laïus ici qui permet d'expliquer le phénomène. Et on va garder trace de ce commentaire dans le document en lui-même pour pouvoir ne plus se poser la question. Historiquement, on se posait la question, je t'envoie un mail et puis tu auras la réponse. Et en fait, la réponse était décorrélée des informations. Là, l'idée, c'est vraiment de tout conserver au sein du document et quelque chose qu'on peut déplier. Et puis, si le commentaire n'a pas d'intérêt ou qu'il y a des fautes d'orthographe, comme je le vois, hop, on va le supprimer. Et vous voyez qu'on revient sur le dernier commentaire qui était ici. Donc, on a vraiment cette chose qui est importante, je trouve, dans l'analyse et puis aller plus loin que juste afficher de l'analytics pour l'analytics. Alors, ce que vous retrouvez en haut, c'est vrai que pour reprendre un peu l'interface, vous avez la partie donc fichier où vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, le rafraîchissement des données, le bandeau de filtre qu'on va voir plus en détail, et puis la partie analyse. Toujours pareil, les fonctionnalités les plus utilisées en quelques clics. La possibilité de naviguer d'un onglet à l'autre, soit au travers des onglets qui sont ici, soit vous le voyez ici, on a des petits liens de page à page pour avoir cette navigation qui est simplifiée sur l'outil. Un petit bandeau aussi, ça c'est intéressant quand on a des dispositions qui sont différentes. Vous le voyez, vous pouvez naviguer entre les pages. Et puis vous avez deux boutons ici qui sont très intéressants, qui permettent d'adapter à la largeur ou alors d'avoir une vue d'ensemble, toujours pareil, en un clic, de votre graphique. Donc ici, ce que l'on propose, c'est une analyse un peu plus poussée de la marge, avec la possibilité, par exemple, ici de se concentrer sur une dimension. Si je clique ici, vous voyez que j'ai éclaté mon graphique, non plus selon une direction marché, mais ce qu'il y a dessous, selon les regroupements de représentants. Et puis vous voyez, mon filtre s'est mis ici, donc on a la possibilité de l'enlever. En quelques clics, on a fait notre analyse. La possibilité derrière d'aller sur la production. Alors vous voyez, là c'est intéressant cet exemple, ça montre bien ce qu'on appelle le lazy loading, c'est que, si vous voyez, regardez, je reviens sur la page, il a chargé, hop, vous allez le voir, il a chargé directement le tableau en haut parce que c'est quelque chose de léger à afficher. Et puis dessous, vous avez le graphique qui s'est affiché en dynamique. Donc c'est vraiment ce côté lazy loading, je charge les informations rapidement qui sont disponibles pour pouvoir ne pas avoir ces temps de latence pour l'utilisateur d'avoir déjà l'information. Et puis là, ce que vous avez, c'est un lien d'éléments entre les deux qui permet, si je clique sur un regroupement, vous avez le graphique qui se met à jour dessous. Et puis la possibilité, si je veux le détail de toutes les choses, parce que là on est sur un top 10, de cliquer ici. Et vous le voyez ici, j'ai l'ensemble de mes données qui est accessible avec un rollback pour revenir en arrière. Donc vous voyez, ce petit premier exemple vous permet de voir un petit peu quel type de reporting on peut avoir. Et puis sur la droite ici, on a la partie carte de navigation. Alors je vais vous montrer un exemple où justement on peut avoir au travers de sections directement accès à des choses. La partie commentaires qu'on a vu, des informations sur le document, que ce soit des informations générales sur le document, des statistiques, l'option de document derrière sur les animations des diagrammes, etc. et l'option des données qu'on peut avoir dessus. La possibilité ici de passer en mode modification. On va le voir ça dans un deuxième temps. Ce qu'on va voir maintenant, c'est d'autres types de rendus visuels pour que vous ayez un petit peu une image de tout ce qu'il y a. Donc maintenant, je vous propose de revenir sur la page d'accueil. Vous voyez, toujours en un clic ou deux.
j'ai mes documents récents qui sont ouverts. Je vous propose d'aller voir par exemple qu'est-ce que l'on a. On a celui-ci. Alors ça fait partie des samples de base qui sont fournis avec l'outil, qui peuvent vous montrer aussi une disposition un peu différente. Vous voyez, avec des visuels qui changent. D'ailleurs, si on va voir les visuels qui sont disponibles, alors on va voir, hop, il est où le charting. Alors ça c'est quelque chose, je ne vais pas m'attarder dessus pour ceux qui sont déjà sur des versions 4.2 par exemple, mais ça vous montre là-dessus l'ensemble des types de graphiques qui sont maintenant disponibles avec des choses qui sont très demandées, que ce soit de la carto, des KPI charts qui sont assez fournis avec des tendances, des jauges, qu'elles soient angulaires ou rectilignes, des histogrammes avec des largeurs de colonnes qui vont être différentes, des choses combinées, on va avoir des axes et puis des lignes et des histogrammes, des colorings avec des trimaps et puis des cartes de chaleur, ça aussi c'est intéressant, et puis toujours la possibilité d'avoir des liens d'éléments, etc. L'idée c'est pas de passer là-dessus, mais c'est vrai de vous montrer qu'aujourd'hui la palette, encore une fois, de visuels est intéressante dans l'outil et permet de répondre à pas mal de choses. Toujours pareil, dans cet esprit de user experience, vous avez ici la possibilité de rapidement basculer d'un écran à l'autre. Justement, toujours pareil, d'avoir, vous voyez, ça va assez vite, d'avoir cette réactivité parce que tout est en mémoire et donc permet de basculer d'un rapport à l'autre assez rapidement, comme vous pouvez le voir, et de manière fluide. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, en termes de performance, ça va assez vite. Et puis la possibilité de fermer tout ça. Vous allez le voir, hop. On ferme tous nos documents et puis dans ce cas-là, on revient sur la page d'accueil où là maintenant vous allez voir, on va partir sur d'autres représentations et notamment sur la modification. Et donc maintenant, avant de passer sur la partie modification et comment on crée justement ces rapports, pour que vous voyez la nouvelle interface aussi en termes de création, je vais juste parcourir deux autres rapports qu'on a mis en place pour cette démonstration. Le premier qui est issu d'un besoin qu'on nous a fait ressortir chez un client dernièrement et qui voulait adresser ça. C'est la possibilité d'avoir des alerteurs qui soient conditionnels à un certain nombre de filtres. Donc comme vous le voyez ici, c'est un reporting qui est beaucoup moins travaillé visuellement, mais qui correspond malheureusement, généralement à ce qui est fait dans les entreprises en termes de reporting sur des tableaux. C'est la possibilité ici d'avoir des sections qui sont rajoutées. Et puis derrière d'avoir un certain nombre d'informations sous forme de tableaux qui sont données. Donc comme vous le voyez, vous avez des lignes qui sont en rouge ici. Vous pourriez en avoir aussi en verte, là on n'en voit pas. Mais l'idée c'est que c'est un système d'alerteurs qui était déjà présent sur les autres outils, mais que vous allez pouvoir vraiment paramétrer ici à la volée. Par exemple ici, si je cherche un minimum qui est en dessous de 330 000, alors là je suis allé très très large, vous allez voir que les alerteurs se mettent en marche directement. Bon là on est en rouge de partout parce que j'ai pris quelque chose de très élevé en termes de minimum. Mais de la même manière, si je descends un petit peu les valeurs ici, alors on va descendre sur un niveau quand même acceptable, voilà, sur du 470. Vous allez voir que le maximum, à l'inverse, tout ce qui est au-dessus de cette valeur-là, vous allez la voir en vert. Donc la possibilité à la volée de gérer et de paramétrer vos alerteurs. La possibilité, comme je l'ai dit, d'avoir des filtres en cascade. Ici, on a vraiment une hiérarchie derrière conceptuelle qui est, vous avez des sales managers et derrière les représentants. L'idée de pouvoir filtrer sur un sales manager et derrière, vous allez avoir la liste automatique des représentants qui sera donnée ici. Une petite fonctionnalité aussi qui sera très appréciée par certains, maintenant, c'est la possibilité d'avoir une recherche au niveau des filtres, chose qui n'était pas forcément possible et qui, dans le cas où on avait un nombre assez élevé d'articles, on était obligé de descendre dans la hiérarchie pour les cocher. Là, l'idée maintenant, c'est vraiment, on a quelque chose qui vous permet de faire de la recherche de manière intuitive et de pouvoir filtrer là-dessus. De la même manière d'avoir des filtres sur l'année, etc. Donc ça, c'était sur la partie vraiment filtre, où on voit qu'on peut avoir des interactions sur les alerteurs, de la recherche dans les filtres, et puis des choses en cascade qui permettent, encore une fois, en quelques clics, d'aller rapidement à l'information. Ça, c'est vraiment important. Toujours dans cette optique, ici, on voit qu'on a des sections qui ont été mises en place. C'est la navigation que j'ai ouverte tout à l'heure. Alors, on n'avait pas de section, mais l'idée ici, c'est que vous retrouvez vos grandes sections, Asia, Europe, Amérique du Nord et du Sud. La possibilité, si par exemple, je me concentre sur une des zones, ça va mettre à jour mon rapport pour se concentrer sur cette zone-là. Mais vous le voyez, je peux même aller plus dans le détail et d'avoir directement derrière, ce qu'on a mis en place, c'est les villes qui sont derrière. Et de pouvoir, toujours pareil, en 1, 2, 3 ou maximum 3 clics, l'information qui est mise à jour.
toujours pareil, la possibilité des commentaires. Donc voilà, juste pour vous montrer quelques fonctionnalités qui au quotidien facilitent vraiment l'exploration de la donnée. C'est toujours pareil, je réinsiste là-dessus, c'est vraiment de remettre le métier au centre de l'analyse et puis de l'exploration de la donnée pour aller plus vite dans son pilotage. L'idée, c'est de basculer sur du temps où sur un processus où on passait du temps à chercher des données, à passer du temps à analyser la donnée. Garder la plus-value de votre métier sur l'analyse plutôt que d'aller à la pêche aux données. Donc si je reviens maintenant là-dessus, je vais finir ça sur un dernier exemple de réalisation que l'on peut avoir. Celui-ci, pour montrer un petit peu le type de choses que l'on peut faire. Rapidement, voilà, on peut avoir des tableaux de bord qui vont un peu plus loin dans la représentation pour avoir vraiment des dashboardings qui sont travaillés. Et puis toujours pareil, la possibilité, vous le voyez, de refermer tout ça et de pouvoir avoir quelque chose qui est très fluide. Donc maintenant, ce que je vous propose, vous voyez ici on a différentes choses. Si vous cliquez sur applications, vous arrivez sur les applications disponibles. Chose que l'on remarque, première chose, c'est que maintenant on a vraiment ce lien vers SAC, je vous montrerai ça par la suite, quelque chose qui permet d'avoir vraiment une transparence dans la navigation, de passer d'un outil à l'autre. C'est déjà un premier pas vers l'interopérabilité des deux choses, ce n'est pas le seul point. Maintenant, si je vais sur la partie Webi, donc je vais créer un nouveau document, vous le voyez ici qui me propose différentes sources. Parmi ces différentes sources, il y a une chose nouvelle qui est assez intéressante ici, c'est la partie utilisation d'un document Webi comme source. Si je clique là-dessus, je vais être dans ma navigation ici pour pouvoir aller chercher un document. Alors on va repartir par exemple de TB2 que vous avez vu tout à l'heure. Et l'idée ici, c'est qu'on a le nouvel éditeur de requêtes, c'est un peu la même chose que ce que vous aviez actuellement quand on pointait sur des univers. Maintenant, l'interface est un peu retravaillée ici aussi, quelque chose d'un peu plus sympa. Et ce que vous allez retrouver ici, c'est tous les objets qui sont dans le Webi. Quand je dis tous les objets, ce n'est pas uniquement la requête qu'on ramène, mais c'est aussi toutes les variables qui ont pu être créées dans ce document, tous les éléments, tous les objets, etc., tous les indicateurs, les formules qu'on a mis en place. C'est vraiment d'utiliser un peu la philosophie qu'on retrouve, que je vous montrerai dans l'après-midi, de modèles de données dans SAC, pour pouvoir les réutiliser dans différentes présentations. Ici, c'est pareil, c'est de pouvoir pérenniser quelque chose qui a été fait. On a tous des besoins des fois, tiens, je veux exactement le même rapport, mais avec d'autres visuels, avec d'autres tableaux. L'idée, c'était de copier-coller. Là, on peut réutiliser directement un document Webi. Et donc, on a vraiment un lien entre les deux, c'est-à-dire que si je mets mon document source à jour avec de nouveaux objets, en rafraîchissant, ces objets pourraient être ramenés dans la requête. Donc là, pour vous montrer quelques exemples, alors on va tous les récupérer, pour vous montrer un petit peu aussi. Ici, je récupère tous mes objets, j'aurais pu rajouter des filtres de la même manière. Là, vous êtes tous habitués à ça. Et on va exécuter la requête. Donc là, c'est allé assez vite. Parce que justement, il y a les performances, on va pointer sur un Webi, donc on a déjà les requêtes qui sont dedans. Ce que vous voyez, c'est un ensemble de données qui reprend des dimensions, des indicateurs. Vous retrouvez votre liste ici de ces différentes choses et la possibilité. Alors oui, chose importante, ici on est en mode modification, vous le voyez, je peux basculer en mode affichage pour voir ce que les utilisateurs vont voir en lecture. Et puis quand je bascule en modification, je reviens là-dessus. Et donc, point important, vous le voyez, le bandeau de conception maintenant se situe sur la droite. Donc ça, c'est pour une cohérence avec ce qu'il y avait déjà dans SAC. Ce que l'on va retrouver, c'est une partie sur la structure du rapport, avec la partie header qui se trouve sur le haut. Là, vous allez pouvoir mettre des titres, des éléments de contexte comme la date d'actualisation, le numéro de page, bref, des choses en header. Pareil pour le pied de page. Ici, une cellule qui va reprendre de manière dynamique le titre du rapport. Donc ici, il s'appelle rapport 1, mais j'ai la possibilité de le renommer en mon premier rapport. Hop, donc voilà, quelque chose de dynamique. Bon, ça, il n'y a rien de très innovant là-dessus. Et puis après, vous avez les différents blocs qui sont dessous, sur lesquels vous allez pouvoir agir. Donc première chose, c'est qu'on va rajouter ici un nouvel onglet. Donc vous le voyez, c'est mon rapport 2 qui s'affiche ici. Donc c'est une page blanche. Donc ici, on va commencer avec une page blanche pour vous montrer un petit peu comment on va concevoir maintenant les rapports dans cette nouvelle interface. Donc première chose, encore une fois, j'insiste encore pas mal là-dessus, mais dans le concept de user experience, les fonctionnalités principales que l'on avait dans la conception des présentations et des rapports sont retrouvées ici et sont mises en quelques clics. Ce que vous retrouvez ici, c'est l'accès à la modification des sources de données, actualisation, et puis derrière de pouvoir faire 2-3 choses au travers des 3 petits points. La partie insérée, on peut insérer rapidement un tableau,
on peut insérer un graphique. Par exemple, ici, je rajoute un graphique. Vous voyez, j'ai mon bloc qui s'est rajouté ici, et puis j'ai le bandeau créé sur lequel on va revenir. Je vais supprimer ça, vous allez voir. La possibilité de rajouter des cellules, de rajouter ici des sections, et puis des éléments personnalisés. On vous montrera ça dans un deuxième temps. Sur la partie affichée, on peut afficher l'impression, donc rester au format A4 pour voir ce que ça va donner, et puis la structure pour rester en mode justement construction. Toujours cette possibilité d'ajuster la page à la taille ou directement toute la page sur votre visuel. Donc toujours pareil, cette idée de en quelques clics, j'ai les fonctionnalités principales pour aller rapidement dans le développement. Donc ce que l'on va faire ici, c'est rajouter un premier graphique. Par exemple, on va rajouter ici une zone. Et donc comment ça va fonctionner cette fois-ci? Donc vous avez toujours votre structure qui est donnée ici, les différents objets que vous avez là. Et maintenant, en cliquant sur la petite clé qui est en haut, vous avez un petit bandeau de conception de vos graphiques qui sont donnés. Avec deux parties, la partie conception, donc c'est là où on va pouvoir gérer en un ou deux clics, toujours pareil, le type de graphique que l'on souhaite et puis les éléments qu'on va glisser justement là-dedans. Et puis la partie plutôt format, justement sur comment je change la police, le titre, ma palette de couleurs, etc. Donc ce que l'on va faire ici, alors c'est quelque chose de très très simple, on va prendre nos directions marché sur l'axe de dimension et puis on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Le CA total pour voir un petit peu où on en est. Donc vous voyez ici, j'ai un graphique très simple qui me montre un histogramme qui me représente les dimensions, le CA selon les différentes directions marché. En quelques clics ici, je vais pouvoir changer le type de représentation. Alors c'est vrai que pour ceux qui étaient habitués, on avait toujours cette chose-là, je clique droit, transformer en, on avait une pop-up qui s'ouvrait pour pouvoir choisir. Là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de simplifié. Vous allez directement sur les choses qui vous intéressent. La possibilité, vous voyez, de retrouver un petit peu tout ce que l'on a là-dessus. Par exemple ici, de faire des colonnes stackées selon les directions marché. Et puis on va rajouter une dimension, par exemple par rapport à l'année, sur la couleur. Et vous allez voir, alors désolé, pardon, par rapport au mois, parce qu'il n'y avait qu'une seule année dans nos données, on a l'éclatement ici par direction marché de la part de chacun des mois. Avec la possibilité, si on le veut plutôt en 100%, pour avoir la répartition de chacun. Et puis quand on passe dessus, on voit les infobulles qui vous montrent le détail. Donc voilà, la prise en main est simplifiée pour les utilisateurs, on va dire métier, justement dans la conception. C'est vraiment un gros travail sur l'UX ici pour choisir son visuel. Derrière, rentrer un petit peu dans le détail. Alors on va reprendre un graphique quand même un peu plus sympa. On va enlever la vision moi, comme ceci. Derrière, on va pouvoir filtrer. Donc vous retrouvez ici tout ce qui est la partie flux, création, conception. Vous allez retrouver la possibilité de rajouter des filtres. Filtrer ici les éléments, de rajouter des liens d'éléments. Alors pour vous illustrer ça, ce qu'on va faire, on va repartir de ce graphique. En faisant un clic droit, vous voyez, vous avez quelques fonctionnalités. Donc soit vous accédez par là, soit vous avez la possibilité de gérer un certain nombre de choses. L'ordre, est-ce que je le mets en avant, en arrière, de transformer en, si on a toujours cette possibilité, de rajouter des commentaires, le lien, etc. Ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose de très simple. On va copier ça parce que je suis très feignant et on va le coller ici pour avoir le même graphique, repartir de quelque chose. Mais cette fois-ci, on va mettre un diagramme et non pas selon les directions marché, mais selon un regroupement de clients. Puisque, hop, voilà, je le mets ici. Vous voyez ici qu'on a un regroupement client qui est donné. Alors, non, c'est peut-être pas un bon exemple, on va faire quelque chose d'un peu moins chargé. Voilà, selon le mois. L'idée maintenant, c'est que si je veux cliquer sur un mois en particulier sur mon diagramme ou à l'inverse, cliquer sur mon histogramme pour mieux filtrer l'autre, comment ça fonctionne? Alors on va partir dans ce sens-là. Comme je l'ai dit ici, vous avez la possibilité dans la conception de filtrer ce que vous voyez sur ce graphique-là. Vous pouvez faire glisser quelque chose ici. Vous avez la possibilité de rajouter des liens d'éléments, toujours pareil en quelques clics. Comment ça se crée? Alors vous allez créer ici, vous allez lui donner un petit nom. Vous allez choisir sur quel type de choses vous voulez. Donc, il va prendre les objets qui sont dans le graphique. Par exemple, ici, sur les directions marché, réinitialiser l'actualisation, un petit nom, etc. Et on va dire que ça s'applique sur le deuxième graphique. Alors, j'aurais pu le renommer pour que ce soit plus parlant. Et donc, l'idée maintenant, si je passe en mode lecture, comme vous vous en doutez, maintenant, si je clique sur le DM5, vous voyez mon graphique à droite qui s'est filtré par rapport à ça. Et on retrouve l'information, pour avoir le contexte ici, qui vous montre, voilà, le petit nom, c'est mon filtre qui filtre sur la direction marché 5. Vous voyez, toujours pareil, en quelques clics, je mets des fonctionnalités avancées pour pouvoir travailler l'ergonomie, les fonctionnalités, et on va travailler vraiment sur un scénario d'exploration de la donnée.
Alors, on ne va pas tout parcourir là-dessus. L'idée, c'est de vous montrer aussi qu'on peut faire du tri. Donc ici, on va pouvoir faire des tris selon des éléments. Donc, on va faire des tris selon la direction marché ou le CA, donc par exemple par rapport au CA. Et puis, on va pouvoir choisir soit quelque chose de descendant, soit quelque chose de croissant. La possibilité de faire du top. Alors, le top, on va choisir le nombre de tops. Basé sur quoi? Donc, par exemple, ici, on va prendre les 4 premiers. Alors, il faut que j'enlève mon tri pour pouvoir faire ça. Ajouter un classement, donc on a dit sur le pourcentage ou sur le mois, et puis on va pouvoir gérer ça. Chose importante aussi, c'est toute la gestion derrière du format, de la police. Quand on bascule ici, vous voyez que vous avez accès vraiment à tous les éléments, que ce soit le titre. Alors vous voyez d'ailleurs que c'est dynamique si je clique, si je suis sur la partie format, je vous le remontre. Ici, si je bascule sur la partie format et que je clique sur un des éléments, j'accède aux éléments de personnalisation de ce que j'ai cliqué. Par exemple, ici, si je clique là-dessus, je peux formater le style avec la couleur de série, etc. Si je reviens un niveau au-dessus, donc là, j'ai tous les éléments qui sont accessibles sur le titre, je gère tout ça. Sur la partie ici, palette de couleurs, si je veux une photo en arrière-plan, un dégradé, des bordures, toujours pareil, en quelques clics, changer ma palette pour avoir un certain nombre de palettes, sachant que ces palettes, elles sont personnalisables et échangeables d'un document à l'autre. On pourrait créer, par exemple, je l'ai fait pour un autre document, une 6 palettes pour qu'on va réutiliser dans tous les documents pour avoir vraiment un suivi de la charte graphique. Et puis derrière, tout ce qui est aussi alignement, ajustement par rapport à un bord de côté, vraiment les éléments qui vont être liés les uns aux autres pour avoir un affichage qui soit le plus précis possible et s'ajuster vraiment selon des configurations. Donc après, voilà, on peut rajouter forcément des filtres, des sections, des tableaux de manière assez simple. Mais vous comprenez le principe, c'est vraiment quelque chose de simplifié dans la conception. Vous avez ce petit bandeau concepteur qui vous permet, selon où vous cliquez, d'accéder aux éléments de conception sur lesquels vous avez cliqué. Par exemple, ici, je clique sur le header, je suis sur les paramètres de police et de format de mon header, ici de la page complète. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez dynamique dans la création. Qui permet rapidement de transformer vos graphiques en différentes choses. Et donc ça nous amène derrière à un changement aussi dans la conception, mais aussi dans la réflexion qu'on peut avoir sur les outils. Alors avant d'aller là-dessus, j'avais dit que je vous le montrerai tout à l'heure, on va passer sur la partie CMC, rapidement pour vous montrer que cette partie CMC, elle n'a pas évolué. On reste sur la même interface qu'avant. Visuellement, c'est la même. Par contre, vous avez notamment des choses sur l'audit qui sont très intéressantes à avoir. Si on va dans la partie application, vous allez voir un petit peu, on va retrouver un certain nombre de choses. Et ce que je voulais vous présenter, c'était la possibilité sur la partie Webi d'ajouter ce qu'on appelle des éléments personnalisés. Alors, c'est des choses qu'on a déjà sur les précédentes versions, mais la possibilité d'ajouter des services qui sont proposés par des partenaires. Et ça me permet de faire une transition justement sur la data vise. Puisque vous le voyez, maintenant, on va commencer à aller vers des choses qui sont un peu plus travaillées en dashboarding. Juste pour faire juste pour expliquer rapidement la data vise, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Ça permet de représenter graphiquement les informations contenues dans les données. L'idée, c'est de changer du format de « j'ai un tableau » avec tous mes chiffres pour faire ressortir de manière efficace l'information. Donc c'est un travail que nous on mène généralement avec des assistances ou des accompagnements qu'on appelle en information design, c'est d'essayer de comprendre comment vous consommez la donnée pour pouvoir proposer le bon graphique, mais aussi toute la cinématique de navigation qui va avec. On le voit, vraiment, on a des choses qui maintenant permettent d'avoir ce dashboarding. Faire ressortir les phénomènes importants rapidement et efficacement, toujours pareil, aller rapidement à l'information. Et puis, c'est issu, c'est le data vise, on le voit avec l'émergence d'outils self-service comme SAC, mais c'est déjà au niveau même de BO un besoin qui est exprimé de manière large par tous les utilisateurs. Et donc toujours pareil, pour aller plus loin dans ces besoins et répondre au métier, la possibilité, vous l'avez vu, d'avoir quelque chose qui se prend facilement en main. Je voulais juste faire un petit focus justement sur les éléments personnalisés. On travaille avec on a un partenaire qui s'appelle Need4Vis qui propose une solution qui vient enrichir justement la palette de visuels. Alors Need4Vis, en quelques mots, c'est une société qui a été créée par deux anciens consultants chez BO qui avaient une grosse expérience justement sur le domaine BI. Donc c'est une société qui est partenaire SAP, qui travaille vraiment en collaboration avec l'éditeur. Et donc elle a vu le jour justement pour répondre aux besoins d'ajout de graphiques, de fonctionnalités, mais aussi de dashboarding. On va pouvoir intégrer des éléments de type bouton qui vont avoir des actions et vraiment toute une navigation.
Pour illustrer un petit peu le contexte, enfin la chose, on va reprendre la partie création. Donc ici, vous avez vu dans la CMC, j'ai paramétré rapidement, alors c'était déjà paramétré, mais ça se fait assez rapidement la solution. Reprenons maintenant, alors je vais supprimer celui-ci pour se concentrer sur ce graphique. Reprenons mon graphique. Donc je déplie mon bandeau concepteur, vous l'avez bien compris, maintenant ça fonctionne comme ça. Vous allez voir qu'ici, dans les éléments personnalisés, on a un certain nombre de rubriques qui sont ici, qui vous permettent soit de faire des géomaps, alors là c'est assez fourni justement sur la partie cartographique, l'ajout de jauges qui soient avec des éléments picturales, je vous montre un petit exemple, des barres qui sont notamment la pyramide des âges qui était régulièrement demandée en termes de visuel, et puis vous allez voir, vous avez un certain nombre de choses. Là je vais vous renvoyer, on a fait un webinaire il y a maintenant un mois qui est accessible sur notre page YouTube Sinovate ou au travers de notre site internet dans les news, mais qui présente l'étendue du catalogue et des fonctionnalités. Là, juste pour vous montrer deux graphiques qui me semblent vraiment intéressants et qui apportent vraiment un plus. Le premier, c'est le drill bar. Alors, le drill bar, vous allez voir, c'est un histogramme alors, qui vous demande un certain nombre de choses. Il vous demande déjà un certain nombre de mesures. Alors là, vous voyez, on va partir, on représente toujours le CA total, on va partir de la direction marché. On va rajouter dessous, en termes de navigation, le regroupement client et puis rajouter un troisième élément, par exemple le mois. Donc maintenant, si je passe en mode modification, vous voyez que ce que j'ai demandé, c'est une représentation, une ventilation de mon chiffre d'affaires par rapport aux différentes directions marché. Si je veux me concentrer sur un des éléments, je vais pouvoir cliquer dessus et vous voyez que ça me fait un drill justement pour exploser sur cette direction marché par regroupement. Et de la même manière, je vais pouvoir avoir quelque chose à 3 niveaux, ou si je veux me concentrer sur le regroupement 19, j'ai le détail, vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez dynamique, pour avoir le détail par mois de cette ventilation. Et puis la possibilité de revenir au niveau des regroupements de la direction marché et puis de revenir en arrière. Donc quelque chose, vous voyez, qui vient enrichir la palette avec cette navigation d'une hiérarchie qui n'est pas fonctionnelle. On a vraiment une hiérarchie, on pourrait avoir des éléments complètement différents. L'idée, c'est encore une fois cette navigation dans le visuel pour aller à l'information rapidement. Je vais en présenter un deuxième qui est souvent plébiscité quand on le déploie. Alors hop, je vais me remettre sur mon concepteur. Hop, vous voyez mon petit bandeau. Et ce deuxième élément, dans les jauges, c'est un élément pictural. Alors, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est la possibilité, hop, je vais agrandir ce graphique pour que vous le voyez un peu mieux quand même. C'est la possibilité d'utiliser un élément graphique, ici on a pris un petit bonhomme, mais qui change rapidement par rapport, je ne sais pas moi, un contrat ou tous les pictos que vous souhaitez, qui vous remontre ici, donc ce qu'on lui a demandé, c'est la proportion par direction marché du chiffre d'affaires. Et donc vous voyez que mon petit bonhomme est coloré justement par rapport à ça. Alors ce petit picto, on l'utilise plutôt en RH, mais peu importe, vous avez compris le principe. Avec à gauche la proportion qui est donnée de chacun et à droite, on a quelque chose de redondant qui est la proportion, pareil, de manière globale. L'idée, c'est que si je clique ici sur un des éléments, alors je vais passer en mode affichage, vous voyez, c'est assez dynamique, c'est assez responsive. L'idée, c'est que quand je clique là-dessus, ça m'enlève, ça me filtre les directions marché que je veux voir et ça me met à jour mon petit bonhomme en termes de coloration en recalculant ici le pourcentage tenant compte des directions marché qu'on a choisies, mais en gardant aussi la vision du global sur la droite. Donc, vous voyez, un visuel qui était qui est assez simple à comprendre visuellement et qui permet vraiment, encore une fois, une navigation dans les données. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment un outil qui permet d'aller très loin en termes de restitution, de navigation, et très simple à prendre en main. Donc voilà, c'est juste ce changement de disposition, entre guillemets, avec le concepteur qui est à droite, la structure ici, les éléments. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais pareil, la pop-up d'ajout de variables est simplifiée dans la construction, avec les objets ici, les fonctions qui sont un peu enrichies et puis les opérateurs, quelque chose qui sera partagé par les autres documents si, par exemple, là comme c'est le cas, quelqu'un utilisait comme source de données ce Webi. Donc des fonctions voilà, qui sont assez classiques, mais encore une fois, quelque chose qui guide l'utilisateur pour avoir quelque chose de plus simple d'utilisation. Donc voilà, donc je vais revenir sur ma page d'accueil pour finir sur deux éléments qui me semblent importants. C'est si on revient sur la partie application. Comme je vous le disais, ici, vous avez la partie SAP Analytics Cloud. Si je clique dessus, je bascule automatiquement sur la partie SAC, alors que l'on verra plus en détail cet après-midi dans la navigation. Mais vous voyez, de manière un peu transparente pour l'utilisateur, j'ai changé d'outil tout en conservant cette interface de type Fiori où on va retrouver une disposition un peu différente, mais assez proche visuellement.
Et juste pour vous illustrer ce que je disais tout à l'heure, dernièrement j'ai fait une formation SAC où on montrait la conception des graphiques et des présentations dedans. Le travail qui est fait dans ce travail-là, on retrouve la même philosophie dans BO. Par exemple ici, si on part sur une présentation toute simple où je vais créer quelque chose, on va partir d'une page blanche juste pour vous montrer. Hop, alors je vais vous montrer rapidement un exemple ici, voilà, sur le CA. Comment ça fonctionne dans SAC pour vous montrer un petit peu l'ergonomie? Eh ben, on a un modo sur la droite qui s'appelle le concepteur avec deux zones, la partie génération et la partie graphique. Donc on retrouve la même conception, les graphiques, les mesures qu'on va pouvoir ajouter, etc. Donc vraiment, on a une convergence des deux outils et quand on est à l'aise avec l'un, eh ben, l'idée c'est qu'on soit vraiment à l'aise avec l'autre aussi et d'avoir une continuité et quelque chose d'intégré de bout en bout. Je finirai par un dernier point, je l'ai cité aussi en termes d'interopérabilité entre les différentes choses et puis de regroupement, de transparence de l'outil, c'est le Analytics Hub. Donc c'est quelque chose qui vient se rajouter par-dessus et qui va permettre de centraliser. Donc là, ça vous permet de voir ici déjà la personnalisation des portails. Voilà ce que vous pouvez avoir. Alors vous pouvez avoir un petit logo, vous pouvez avoir une couleur en fond, une charte graphique qui est respectée. Et donc si je me connecte sur cette session, alors là, ce n'est pas le même compte, c'est pour ça que j'ai été obligé de me reconnecter, mais si on avait le SSO, on avait quelque chose qui est complètement transparent. Le principe du hub, c'est d'avoir un point d'entrée unique vers des documents. Ici, vous voyez la possibilité, si je clique ici, d'avoir un détail sur mon reporting SAC qui est donné, avec un peu de choses, et puis des différents liens qui regroupent justement ce document. Et puis ici, vous avez à l'inverse des documents BI. Alors là, c'est de la 4.2 sur le BI Launchpad, mais peu importe, l'idée, c'est d'avoir un point d'entrée central vers des documents BO, vers des documents SAC, voire même ouvrir ça vers des documents tierces, un point central pour tous les accès. Toujours pareil, avec une interface qui est générale et de partout la même. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'outil. Vous voyez, quelque chose vraiment de très fluide, de très dynamique qui permet rapidement de se balader dans la solution, de charger différentes sources de données et d'aller rapidement à l'information. Je réinsiste encore une fois, avec Unix travaillé en quelques clics, on arrive rapidement à l'information et aux fonctionnalités les plus utilisées, les plus intéressantes de l'outil. C'est quelque chose qui va évoluer, Florian l'a évoqué avec la SP1 qui devrait sortir la courant décembre. On a pu tester déjà la première chose. Vous allez voir que l'interopérabilité avec SAC est encore un peu plus poussée avec la réutilisation de modèles SAC dans Webi et inversement d'avoir des connecteurs. Vraiment, on voit le lien et la convergence des deux. Ce qu'on disait, c'est rassurant dans la roadmap et puis dans la pérennité de l'outil et puis sa vision. Et puis la SP2 qui devrait arriver, alors, selon les dernières indications, plutôt sur juin 2021, avec encore des avancées, notamment sur la partie admin et puis l'audit qui sera derrière. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu toutes les questions et puis essayer de répondre avec Alain à toutes ces questions pour clore cette session du matin. Merci Mathieu pour ta présentation. Je te laisse me rejoindre dans notre petit salon. Je pense que tout le monde a pu constater que la nouvelle version de Business Objects apportait beaucoup de nouveautés et surtout une interface graphique beaucoup plus sympathique aujourd'hui dans cette nouvelle version. Alors, une petite remarque, on a eu pour certains d'entre vous quelques problèmes de diffusion sur la première partie de la démonstration de Mathieu. On est sincèrement désolé. De toute façon, on partagera avec vous tous les replays des présentations de ce jour. Donc voilà, encore mille excuses pour ce petit problème technique. Alors, on a eu pas mal de questions, Mathieu, pendant ta présentation et pendant la table ronde. Donc, j'ai ma petite ardoise magique. Je te propose d'essayer d'y répondre. Alors, j'ai une première question. Alors, pour quelqu'un qui a dû poser la question très en amont de la présentation, aujourd'hui, quelles sont en synthèse les principales nouveautés à retenir de cette version 4.3 ? Alors, je pense que j'ai pas mal insisté sur la démonstration. Pour moi, la principale nouveauté et le point principal vraiment, c'est l'interface. C'est l'interface Fiori, c'est le user experience. Nous, ce qu'on a comme méthodologie, c'est vraiment de remettre l'utilisateur final vraiment au plus proche de l'analytics, qui soit vraiment acteur de sa consommation et de son exploration de la donnée. Donc c'est vraiment cette user experience qui est
qui est amélioré. On l'a vu avec le lazy loading qui évite d'avoir des attentes un petit peu sur les rapports. Tout ce qui est disponible en quelques clics aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, pour moi, la grosse nouveauté est là. Même si derrière, il y a quelques améliorations techniques, c'est vraiment le user experience qui est à mettre en avant. D'ailleurs, justement, en question technique, j'ai quelqu'un qui pose une question justement sur les performances de la plateforme. Cette nouvelle plateforme BI 4.3 est-elle plus rapide que les versions précédentes? Alors c'est un peu compliqué à répondre, ça va dépendre un peu des configurations, on va dire. En toute transparence, généralement, on va dire dans 90% des cas, quand on avait des performances qui étaient lentes, ça provenait plutôt des requêtes SQL. La nouveauté avec la 4.3 et déjà sur les dernières versions de 4.2, c'est la possibilité d'avoir du traitement parallèle de la requête SQL. Donc s'il y a des multi-requêtes dans les rapports, là on va vraiment voir une différence en termes de performance. Voilà, tout simplement. Alors une question naturelle, on a des clients qui sont évidemment dans des versions précédentes avec une certaine satisfaction de la version déployée. Donc j'ai quelqu'un qui pose la question justement, est-ce que je suis obligé de migrer et que m'apportera et quelle méthode de migration pour aller vers cette version 4.3? Très bonne question. Pourquoi migrer? Alors on a déjà essayé d'évoquer avec Florian juste avant les questions. Je pense que ce qu'il a cité, c'était un des points principaux, c'est déjà la maintenance de la solution dans le temps pour profiter des nouvelles fonctionnalités. Donc ouais, toute la maintenance qui est opérée dessus, toutes les nouvelles fonctionnalités, toujours pour remettre les personnes. Et puis, il y a aussi certaines fonctionnalités de l'obsolescence informatique avec, par exemple, les anciennes bases Oracle, le Java qui n'est plus supporté dans les navigateurs, etc. Donc vraiment profiter d'un outil qui puisse se déployer facilement chez tout le monde et qu'il n'y ait pas de petits problèmes de couac ou de flash qui ne marchent plus, etc. Alors justement, comme tu parles de Flash, je vois qu'il y a une question justement pour des clients qui sont équipés des anciens modules Dashboard et Explorer. Ouais. Comment ça se passe pour eux aujourd'hui? Comment assurer la migration de ces applications qui faisaient partie de leur patrimoine aujourd'hui Business Objects? Alors effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas cité au début, mais c'est des produits qui sont en fin de vie, donc ils ne seront plus au portefeuille des outils SAP. Pour Explorer, on le voit, il est complètement intégré maintenant dans SAC, donc c'est vraiment l'outil qui va venir remplacer Explorer, ce sera SAC. Et de la même manière, pour la partie dashboard, on a un outil, alors ça s'appelle des outils d'analyse dans SAC, mais on a la possibilité de mettre en place vraiment des tableaux de bord pour faire du dashboarding tel que c'était fait dans Dashboard. Et de la même manière, avec la solution Need4Viz, on a la possibilité d'intégrer des boutons. Alors je ne l'ai pas forcément montré ici, mais vraiment d'avoir des tableaux de bord dynamiques avec des réactivités par rapport à des actions. Bon, je vois que tu parles de Need4Viz. Je vois qu'il y a une question, il y a plusieurs questions sur cette solution que tu as présentée là, pendant la démonstration. Tu l'as évoqué évidemment en 4.3. Est-ce que ça fonctionne sur des versions plus anciennes de Business Objects? Ah oui, tout à fait. Là, c'était pour vous montrer que c'était toujours valable pour ceux qui avaient déjà vu la solution. Alors, on a fait un webinaire, je le rappelle, il y a un mois, qui présente vraiment beaucoup plus l'outil, le catalogue qu'il y a derrière. Et alors, il faudrait que je me renseigne, mais je crois que c'était à partir de la 4.2 SP3 que l'outil est valable. Donc voilà, si vous êtes sur d'anciennes versions, vous pouvez déjà accéder à ces fonctionnalités. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas répondre, mais il y a une question sur le pricing de Need4Viz. Non, je vais te laisser répondre. Bon, alors, le pricing de Need4Viz, il n'y a pas un prix catalogue en tant que tel, c'est un pourcentage aujourd'hui. En fait, c'est lié au nombre d'utilisateurs sur votre plateforme Business Objects. Donc, en fonction du nombre d'utilisateurs de sessions simultanées que vous avez aujourd'hui sur votre plateforme, derrière, il y a une métrique qui est construite avec l'éditeur pour pouvoir vous proposer le prix en adéquation avec vos attentes. Il y a aussi un mode de souscription qui est possible, on va dire soit une acquisition avec un usage perpétuel, soit une souscription qui est aussi possible. Et dans le cadre d'une acquisition, il y a une maintenance qui, je crois, est de l'ordre de 20%. Alors, je reprends mon cheminement de questions. On a parlé de SAC, de SAP Analytics Cloud. Est-ce qu'aujourd'hui, SAC est destiné au monde cloud et BO au monde on-premise? Alors, très bonne question.
Les deux sont complémentaires, comme on l'a dit, et c'est vrai qu'on a deux fonctionnements, c'est-à-dire que le BO, c'est vraiment du on-prem. Alors, il est possible aussi de l'héberger dans le cloud, hein, ça c'est une autre possibilité. Il n'y a pas un découpage comme ça. C'est vraiment le côté SAP Analytics Cloud, SAC, tire son bénéfice justement de l'infrastructure dans le cloud, parce que derrière, on a des grosses bases de données, parce que derrière, on peut faire, je vous montrerai plus tôt cet après-midi sur l'outil du Smart Predict, faire tourner des algorithmes, etc. Donc, c'est plus profiter d'infrastructures puissantes et dédiées à ça dans SAC, tout en ayant une approche, on va dire, self-service autonomie pour l'utilisateur. Encore une fois, c'est vraiment de remettre l'utilisateur au centre, alors que BO, lui, aura plus une approche, ça peut être rester au sein d'une entreprise, on-prem, et puis pérenniser un peu déjà l'existant, et avoir du reporting plus, on va dire, plus régulier, plus classique, toujours la stabilité de l'outil qui reste le même. Donc voilà, on a un peu ce découpage, mais vraiment c'est quelque chose qui est complémentaire. On a vraiment un duo qui marche très bien. Et puis on le voit avec cette nouvelle interface, on se rapproche de l'utilisateur avec l'interface Fiori, mais l'outil SAC lui est vraiment dédié à des utilisateurs qui veulent quelque chose d'autonome, explorer la donnée, etc., mais aussi disponible de partout. Et c'est là où le côté appli, que ce soit smartphone ou tablette, vient apporter un plus sur SAC. Je rappelle à tous, de toute façon, que cet après-midi, tu nous parleras largement plus de SAP Analytics Cloud que ce matin. Oui. Et qu'il y a une vraie présentation, démonstration de la solution. Donc je vous invite tous à revenir à 14h, puisqu'on aura une large présentation de Mathieu sur le sujet. D'ailleurs, on a une question un petit peu encore là sur les aspects tarifaires. Je pense que c'est moi qui vais répondre. Aujourd'hui, je suis équipé d'une plateforme Business Objects. J'ai des licences que j'ai acquises auprès de l'éditeur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser SAC? Donc la réponse, malheureusement, et non en tant que tel. Ce sont des solutions, des produits qui ont des modes de tarification propres. Après, donc, en fonction des usages et de vos volonté d'aller sur un déploiement de SAP Analytics Cloud, si vous en avez besoin, on peut réfléchir avec l'éditeur à une transformation de votre flux de maintenance en souscription cloud chez SAP. Donc, c'est des montages qu'on peut faire pour vous. Donc, Sinovate, en tant que partenaire SAP, travaille avec ses clients sur de l'ingénierie financière et de la diminution de coûts de possession si nécessaire. Donc, on est capable de réfléchir avec vous au montage qui va bien. Voilà. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, si vous êtes un client BO et que vous voulez garder votre périmètre Business Objects tel quel et que vous avez un intérêt à aller sur SAP Analytics Cloud, SAP Analytics Cloud nécessite une souscription dédiée. Pour les curieux, un utilisateur SAP SAP Cloud nommé, un utilisateur nommé, c'est 20 € par mois par utilisateur. Il faut un minimum de 25 utilisateurs pour pouvoir faire l'acquisition auprès des SAP. Et puis, il existe aussi, comme sur Business Objects, un mode en session simultanée qui permet de répondre à des déploiements plus larges. Alors, je reprends mon fil de questions. Question un petit peu technique, hein, peut-être un problème de conduite de changement chez certains de nos clients. L'ancienne interface pour la partie construction est-elle toujours accessible? Non. Alors, c'est vrai que dans la version précédente, dans la 4.2, on avait la possibilité sur la partie lecture de switcher entre l'interface classique et puis le BI Launchpad pour déjà habituer un petit peu sur le parti Fiori. Là, maintenant, on n'a plus cette possibilité de revenir en arrière, entre guillemets. Mais je tiens à rassurer quand même ceux qui sont un peu inquiets sur ce changement. C'est quelque chose de très simple, qui se prend très bien en main. On retrouve les fonctionnalités, encore une fois, principales qu'on utilisait dans la construction. Donc il y a un mix de renouveau tout en gardant ce qui fonctionnait bien et chacun y retrouvera un petit peu ce qu'il a besoin, justement. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés, mais non, on n'a pas l'ancienne interface. Mais ça se prend assez vite en main. Juste pour info sur SAC, les formations justement pour la prise en main de l'outil, ça se rapproche un petit peu ici, c'est des choses qui vont très vite sur 1 ou 2 journées justement pour comprendre le concept, etc. Pour un premier pas et puis derrière tout est assez naturel. Alors, nouvelle question sur SAP Analytics Cloud qui a priori génère pas mal d'interrogations. On a dans SAP Analytics Cloud, il y a Cloud. On a bien compris que c'était une infrastructure cloud derrière. Donc, suis-je obligé de monter mes données dans le cloud? Alors, non, on n'est pas obligé de le faire. Alors, c'est ce que j'ai... Alors, peut-être Florian l'avait un peu plus précisé sur un des piliers. Il y a le Live Universe Connector 3.0 qui vient de sortir, donc qui permet de faire des connexions live sur les données on-prem sans les remonter dans le cloud. Donc on a vraiment cette possibilité. Nous, on a déjà le cas chez des clients qui ne souhaitaient pas, par exemple, certaines données
qu'ils jugent sensibles, qu'ils ne veulent pas monter pour X ou Y raison dans le cloud, ils ont la possibilité de connecter en live directement aux données. Et donc là, il y a juste un transit qui est fait, mais il n'y a rien qui est stocké dans le cloud. Et justement, avec cette nouvelle version du Live Universe Connector, on a des performances qui sont accrues, justement pour avoir des meilleures performances là-dessus. Bon, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui arrivent, à nouveau sur la BI 4.3, donc côté Business Objects. Tu as parlé d'un très bon retour d'expérience des clients qui ont vu la solution. Est-ce qu'il y a déjà des clients en production? Est-ce qu'il y a des clients qui ont déjà franchi le pas de basculer vers cette nouvelle version? Il y a des clients qui ont déjà envisagé de le faire, donc on les accompagne actuellement plutôt sur cette migration. On n'a pas de migration en prod actuellement, on a déjà des accompagnements, des préparations sur justement ces migrations. Et pour être complètement honnête, on sait que la SP1 arrive là au mois de décembre. Donc voilà, ça s'accompagne aussi de ça. On attend aussi cette SP1, mais voilà, on a des choses qui arrivent. On a déjà fait des premières maquettes, justement, des premiers pas pour montrer ça, donc sur des petits périmètres. Voilà déjà pour la conduite du changement auprès des équipes. Pour préparer la migration, parce qu'il y a des migrations, ça se prépare un petit peu aussi en amont. Voilà, donc là, ça va arriver, ce sera plutôt sur 2021, on va avoir les premiers lancements en production, on va dire. Je vois justement qu'il y a une question d'un client qui a l'air extrêmement moteur. J'ai très envie de migrer rapidement sur début d'année prochaine sur la BI 4.3. Comment puis-je préparer au mieux cette migration? Alors c'est déjà une très bonne idée. Comment préparer ça au mieux? Alors il y a deux volets généralement, mais c'est comme une migration on va dire un peu classique. Le premier c'est sur le patrimoine des rapports. Donc généralement nous les migrations elles vont dépendre beaucoup du patrimoine, du nombre de rapports, etc. Donc nous ce qu'on conseille généralement c'est qu'on fait une audit de l'utilisation des rapports, du niveau de complexité de chacun. Et puis voilà, ça nous permet de mieux gérer, de mieux préparer justement ça, donc cet audit. Et puis il y a le côté technique. Alors je sais que le slide sur la migration n'était pas forcément très lisible tout à l'heure. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de la 4.1, le passage en 4.3 se fait assez naturellement et assez facilement. C'est le côté déploiement, ce que je disais, qui est simplifié. Si vous êtes avant ces versions, ça peut devenir un chantier un peu plus complexe parce qu'il y a des étapes transitoires et qui dit transitoire, ça demande plus de recettes à chaque fois sur les rapports, etc. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects à gérer. J'imagine qu'un client qui serait sur une très vieille version de Business Objects avec encore du Desky a un chemin de migration un peu compliqué. Voilà. C'est le bon moment pour le faire aussi. Voilà. Exactement. Alors, je vois qu'il y a des questions justement qui arrivent sur la partie intégration BO et SAP NS Cloud. Ouais. Donc si j'ai bien compris, quand on a SAP NS Cloud, on dispose d'une base d'ANA dans le cloud. Est-ce que je peux la requitter avec Business Objects? Actuellement, c'est vrai que on commence à avoir les prémices justement de l'interopérabilité entre les deux. Il y a des choses qui vont arriver avec la SP2. À partir, je pense plutôt fin deuxième trimestre, juin à peu près 2021, notamment la possibilité de consommer, et je pense que c'est l'idée qu'il y a derrière, consommer dans BO des modèles de données qu'il y a dans SAC. Donc, derrière, c'est d'aller requêter sur ANA. Donc ça va passer par des flux OData, c'est comme ça qu'on va aller les requêter via des univers. Mais actuellement, ce n'est pas encore. Ça fait partie des évolutions naturelles qui vont arriver. On va vraiment avoir quelque chose qui discute beaucoup plus, que ce soit utilisé plus des univers, mais des webis dans SAC et inversement les modèles. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore en place. D'accord. Une question, je ne sais pas si tu sauras répondre. Est-ce que LiveOffice continue à exister? Tout à fait. Bon, tu sais répondre. C'est quelque chose qui était apprécié et qui reste toujours dans la roadmap. Que ce soit consommation dans PowerPoint, Excel, etc. Ça reste en place. Je vois qu'il y a une longue question sur la partie intégration avec Office 365. Notamment la partie appel de query, fragment Webi. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, pas forcément. Je pense que c'est une question qui méritera peut-être d'être approfondie. Ouais, je pense que dans ce cas-là, plutôt se rapprocher de nous pour voir exactement. C'est vrai que j'utilise très peu le Office 365 comme source. Donc voilà, on pourra revoir ça après. N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a d'autres questions derrière plus techniques. Il y a des questions peut-être qui seront traitées séparément. On a les noms des
des demandeurs, donc on reviendra directement vers les personnes en question si les questions seront un peu compliquées. Sur Need for Viz, qui a généré quand même pas mal d'interrogations aussi, on a vu qu'il y avait un certain nombre, un catalogue assez riche de présentations. Est-ce que, ces présentations et ce catalogue de présentations peut être enrichi par l'éditeur à la demande? Et puis, est-ce qu'on peut, entre guillemets, faire le choix de telle ou telle présentation si on n'a pas besoin d'un mode de représentation défini? Oui, tout à fait. Alors, il y a un catalogue, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté de manière globale. Encore une fois, je le rappelle, on a fait un webinaire il y a un mois qui présente vraiment la solution dans la globalité. Sur tout le catalogue de produits. Effectivement, il est assez fourni en termes de pricing. Alors là, tu seras peut-être plus à l'aise que moi là-dessus. Je crois qu'on peut justement, voilà, selon ce que l'on choisit dans le catalogue, on peut avoir du pricing différencié. Et puis, chose importante, c'est que derrière, il y a une équipe de dev et qui font du sur-mesure. C'est-à-dire que derrière, ils peuvent concevoir pour vous un besoin visuel particulier. Après, sur le pricing, je crois que là, ça va dépendre si c'est quelque chose qui est one-shot, dédié à la personne, et dans ce cas-là, c'est refacturé, ou alors si c'est pour rajouter au catalogue, pour un peu plus mutualisable, et dans ce cas-là, il y a d'autres types de tarification. Voilà, c'était un peu les deux, mais voilà, c'est vraiment ouvert. Les déploiements sont assez rapides, hein. Les quelques exemples de demandes de visuels qu'on nous avait fait, notamment sur les derniers qu'on a fait, ça va assez vite à développer, parce que derrière, voilà, il y a une équipe assez pro et réactive, justement, et habituée à utiliser l'outil. Sur le principe de migration, est-ce qu'il y a des visuels ou des fonctions qui ne migreraient pas très bien en BI 4.3? Est-ce qu'on a d'ores et déjà identifié des choses? Alors, il y a eu une certaine régression à la sortie qui ont été corrigées par les FixPack. Là, le 3 vient de enfin, il est sorti le dernier, qui vient corriger tout ça. Donc, a priori, maintenant, il n'y a plus de régression sur les fonctionnalités visuelles. Ou alors, si vous envoyez, n'hésitez pas à nous les faire remonter par la suite. Je vois qu'il y a une question sur la CMC. Comme tu l'as présenté tout à l'heure, la CMC n'a pas beaucoup évolué. Donc, il y a des clients qui semblent intéressés par une évolution de l'ergonomie peut-être de la CMC. Est-ce que tu as des infos à nous donner? Non, pas d'infos là-dessus. C'est vrai que la partie CMC, pour l'instant, comme je l'ai dit, elle n'a pas changé visuellement. Ceci étant dit, il y a quand même des améliorations derrière dans la navigation. C'est vrai que c'est allé assez vite. Et notamment sur toute la partie audit des utilisateurs, de traçage d'utilisation. Ils ont fait un peu d'amélioration là-dessus. L'univers d'audit, pour ceux qui l'utilisaient, pareil, a été amélioré. L'Information Steward, alors c'est un peu à part, mais pareil, permet de faire du linéage un peu mieux que ce qu'il y avait. Voilà. Il y a des améliorations qui sont plus, on va dire, derrière fonctionnelles, techniques. Par contre, l'interface, elle, reste ce qu'elle est actuellement. Alors, il y a une question et des fonctionnalités, j'imagine que c'était lié à la CMC. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, il y a quelques petites fonctionnalités sur les météos qu'on commençait déjà à avoir sur les 4.2, SP7, je pense, SP6, où on voyait déjà certaines météos de la plateforme qu'on pouvait mettre en place. Derrière nous, c'est vrai qu'on a, alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, nous, on essaie de packager aussi des rapports qui viennent se plugger sur les univers, justement pour pouvoir faire du sur-mesure et s'adapter. Donc c'est plus quelque chose qu'on va construire par-dessus. Donc nous, on a construit des packages justement d'audit, de plateformes, d'utilisateurs, de lignage. Donc voilà, rapprochez-vous de nous si vous souhaitez un petit peu plus d'infos là-dessus. Bon, bah merci Mathieu, il est midi 2, donc il va être temps de clore cette session du matin. Je pense que pour vous tous, j'espère que cette présentation et cette matinée aura été riche en informations, que ce soit évidemment sur la pérennité assurée de SAP sur les solutions Business Objects, et puis évidemment sur cette BI 4.3. Donc je vous invite maintenant à nous rejoindre à 14h pour la deuxième session de la journée. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits et qui auraient été très intéressés par cette première matinée, en gros, il y a encore temps de s'inscrire. Jusqu'à peut-être 13h45, l'équipe marketing de Synovate est sur le pont pour pouvoir accepter vos inscriptions. Et puis à 14h, donc on se retrouvera pour une session plutôt avec une tendance sur la gestion de la donnée et de l'entreprise intelligente. Donc on parlera évidemment des outils SAP comme SAP Analytics Cloud, un peu de SAP Cloud Platform. Il y aura une large présentation de SAP aussi autour de l'intégration des données au sein des processus. Et puis on se retrouvera en fin de journée pour conclure cette présentation et cette session du premier Synovate Tour.
Voilà. Merci à vous tous pour votre présence cette matinée. Puis on se retrouve à 14h. À tout à l'heure. À tout à l'heure.